Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de The Trick Play, nouvel épisode preview comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis avec monsieur Augustin Gabal. Comment ça va, Gus? Très bien, et toi, Elio? Eh bien, ça va, merci. Aujourd'hui, nous allons parler de Rutgers et de Syracuse. Donc, deux équipes. Alors, Rutgers qui est dans le New Jersey et Syracuse qui est dans l'État de New York. Rutgers pour commencer, les Scarlet Knights qui évoluent en Big Ten East, donc très compliqué pour eux. C'est la plus grosse fac de football, en tout cas en D1 à proximité de New York, hein. C'est vraiment c'est dans le New Jersey, vraiment très proche de New York. Mm. Gros Et c'est une stade. fac, d'une importance historique, mais juste incroyable, puisque en fait, c'est la fac qui a inventé le football américain. Ouais, alors, exactement. Le, pr- Commençons par le exactement. commencement, Commençons c'est par le c'est le commencement. premier match de l'histoire de football américain. C'était un match de Rutgers, je ne me rappelle plus, et honte à moi de l'équipe qu'ils ont affrontée à l'époque, mais voilà, Rutgers, c'est un programme qui compte. Et c'est une fac également qui compte parce que beaucoup de gens vivant dans le nord-est des États-Unis sont allés à Rutgers. C'est aussi une fac qui a sorti pas mal de personnes très connues, notamment politiquement parlant, hein. Je crois qu'il y a eu Elizabeth Warren d'ailleurs. Voilà. James Gandolfini, pour les fans des Sopranos, a été à Rutgers. Voilà. C'est une fac qui vraiment anime pas mal sa partie du New Jersey. Tant d'ailleurs les gens qui vivent dans le nord du New Jersey, qui se considèrent presque new-yorkais, souvent supportent les Jets et Rutgers. Voilà. Et notamment toute la communauté italo-américaine qui est très 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 présente là-bas et indienne également. Ils sont vraiment fans de Rutgers parce que souvent ils sont allés à la fac là-bas. Voilà. Et puis Euh, d'ailleurs, on peut dire que le head coach, je suppose le head coach des Scarlet Knights, Greg Schiano, est aussi de descendance italienne. T'en fais pas, j'allais en parler tout à l'heure, t'en fais pas. Alors, allons déjà vers la saison 2021 de Rutgers. C'est une saison à 5 victoires pour 8 défaites et en conférence 2 victoires pour 7 défaites, avec notamment des victoires face à Temple, 61-14, Syracuse, Delaware, qui était une des meilleures équipes FCS, Illinois, à Indiana, 38-3. Une très très grosse victoire, ça. Et des défaites face à Michigan, Michigan State, Ohio State, Maryland, etc., etc. Malgré seulement 5 victoires, Rutgers a été invité au Gator Bowl pour remplacer Texas A&M qui avait des problèmes cas de Covid, comme d'habitude. Ils ont affronté la 17e meilleure équipe du pays, en tout cas au top 25, Wake Forest, avec une défaite 38-10, défaite plutôt logique, j'ai envie de dire. Le dernier bowl de l'équipe était en 2014 et on n'avait pas vu Rutgers aussi en forme depuis très longtemps au niveau des saisons Gus. Bah, cette saison 2021, en fait, elle a enfin récompensé les efforts entrepris par Greg Schiano maintenant depuis 2 ans. Ça recrute mieux. Il y a un superbe travail au niveau du coaching staff. Enfin, il a pris conscience en fait des forces de son État, parce que le New Jersey, c'est quand même un État qui est assez riche. Aller sur 247 sports, marquer les meilleurs recrues entre 2010 et 2020 qui sont originaires du New Jersey. Je suis certain que vous retrouvez aujourd'hui des stars Bah, NFL. quelqu'un de simple, hein, la meilleure recrue, tout poste confondu, je ne sais plus c'était quelle année par contre, c'est Rashan Gary, il vient du New Jersey. Ah bah Donc voilà, voilà, tu Rashan vois. Gary vient du New Jersey. Bon, évidemment, à ce moment, lui, il devait être de la classe 2015 ou 2016. Tu vas pas à Rutgers, tu vas plutôt à Michigan. Mais voilà, c'est un État qui a beaucoup de ressources et Greg Schiano l'a compris. Alors, Greg Schiano, il entre dans sa troisième saison. Il avait déjà été coach de Rutgers entre 2001 et 2011. Je dirais même que c'est son alma mater. Je ne suis pas certain là, si je te dis qu'il a étudié là-bas. Mais après, vous le connaissez tous, il a été à Tampa Bay en tant que head coach, non? Oui, Elio? oui, oui, Ouais, exactement. head coach à Je Tampa crois Bay qu'il quand a même fait peut-être 2 années, un truc comme ça, si je te dis pas de en bêtises. NFL et il a été coordinateur défensif à Ohio State. Mais pour Euh, passer quand même head coach de Rutgers à head coach en NFL, c'est que vraiment le boulot a été il avait monstre. fait un boulot dingue, ouais. Ouais. Bah oui, bah,
il a un putain de CV. Il n'y a pas beaucoup de coachs qui ont son CV. C'est d'ailleurs pour ça que les recrues maintenant viennent, restent à la maison dans le New Jersey. Ce sera la troisième saison de coordinateur offensif et il y aura évidemment l'arrivée d'un nouveau coordinateur défensif, hein, puisque Rob Smith est parti à Duke prendre les rênes de la défense de Mike Elko. Et ce nouveau coordinateur défensif, alors là pour le coup, il n'est pas de descendance italienne, c'est Joe Arazimiak, qui était le coordinateur offensif et le coach des safety de Minnesota. On parle des transferts. Rutgers a en 2021 la 36e classe au Composite. Euh, c'est vraiment une performance. 36e classe du pays sur à peu près 70 équipes dans le Power 5. Là où avant, Rutgers, c'était toujours après le top 60, qui montre l'effet Chiano. Il a notamment 5 4 étoiles, c'est encore mieux, dont deux joueurs du top 20 à leur poste respectif, avec à chaque fois le même recrutement local, le New Jersey, New York et la Pennsylvanie, qui aussi regorge de très très bons talents. Et avec évidemment des transferts, qui aujourd'hui, les transferts sont un peu l'une des nouvelles composantes indispensables pour avoir de la stabilité et performer chaque année. Maintenant, Rutgers, c'est aussi, comme toutes les autres équipes du college football, un point crucial de son histoire, puisqu'on est entré dans l'ère de la Nile, de l'argent, enfin de l'argent. Là, vous allez m'insulter si je dis que le college football est rentré dans l'ère de l'argent. Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. On est rentré dans l'ère où maintenant, c'est important d'avoir de l'argent pour payer les recrues. Et vous pouvez me dire qu'avant, il y avait de la triche. Ça n'a été jamais au niveau de ce qu'on connaît actuellement. Et l'impact aujourd'hui de l'argent, des sommes pour attirer des joueurs est 1000 fois plus important qu'avant. Bien que Reggie Bush ait touché quelques dizaines de milliers d'euros, que son daron ait une voiture, c'est pas, même pas comparable. Alors, Greg Chano, il y a quelques jours, parce que là, on enregistre cette prévue un peu tard, au 1er août, a dit lors du rassemblement des boosters des Scarlet Knights qu'il avait besoin de millions au pluriel pour rester compétitif. C'est vous dire à quel point ça peut être compliqué pour un programme comme Rutgers. Après, honnêtement, je ne pourrais pas vous dire s'ils ont des grosses capacités de financement ou si les boosters, comme dans le sud des États-Unis, sont capables de mettre de l'argent. Mais c'est sûr que c'est une nouvelle composante avec laquelle Greg Chano devra composer s'il veut que Rutgers continue sa progression depuis qu'il est arrivé à la tête du programme. Tout à fait, Gus, excuse-moi, parce qu'en même temps, j'ai lu une breaking news, c'est pour ça que j'ai un petit peu été hésitant. On en parlera tout à l'heure. Cette année, au niveau de l'attaque, déjà, on va se concentrer sur le poste quarterback parce que c'est assez compliqué. Il y a 3 choix de quarterback. Et apparemment, Greg Schiano semble vraiment à l'aise avec ça. Il a dit que lui, ça ne le dérangeait pas de faire jouer 3 quarterbacks, qu'il n'y avait pas à avoir un titulaire forcément. Enfin voilà. C'est aussi l'effet college football, hein, c'est-à-dire que tu as plus d'aisance quand même à faire jouer plusieurs quarterbacks selon les situations, etc. Alors, j'ai classé ça en 3 catégories, un quarterback logique, un surprise et un pour le futur. Dans le logique, j'ai le redshirt senior Noah Vedral qui en est à sa 6e année en tant que joueur universitaire. Il est passé par UCF puis Nebraska. Il est à Rutgers depuis 2020. Il a lancé 1800 yards, 7 touchdowns et 7 interceptions, plus 2 touchdowns à la course en 2021. C'est celui qui a le plus d'expérience et qui est le plus stable. En revanche, pour la surprise, il y a le sophomore Evan Simon qui a joué dans 6 matchs la saison dernière, qui a quand même toqué à la porte et qui a profité de quelques blessures de Vedral. Pour le futur, évidemment, et là, c'est même enfin, oui, c'est une évidence pour Rutgers d'ailleurs, c'est le sophomore Gavin Wimsatt, qui est un ancien 4 étoiles, qui était le 23e meilleur quarterback en 2021. Je crois qu'il vient du Kentucky, si je ne dis pas de bêtises. En fait, de base, il était mieux noté parce qu'il était pour la classe 2022. Il était plus haut au niveau du classement des quarterbacks. Il s'est reclassifié pour arriver en 2021, mais il était présent sur le campus qu'en septembre dernier. Donc, en fait, il a dû passer pas mal de temps à apprendre les schémas, à regarder les films, etc. C'est beaucoup d'apprentissage. Ça fait quand même moins d'un an qu'il est là. Il va clairement passer titulaire dans le futur, mais il a quand même enfin, il a besoin de beaucoup plus de temps pour apprendre. Donc voilà, on va pas forcer le destin. On va attendre un petit peu pour Wimsat, mais il y a des chances de le voir jouer quand même.
Au niveau des running backs, eh bien, c'est la 100e équipe en yards par course et pas un running back qui avait plus de 3,9 yards par portée la saison dernière, donc assez compliqué. Leur running back numéro 1 est parti chez les Kansas City Chiefs en NFL, mais il y a un duo d'expérience derrière qui cumule à peu près 500 yards et 9 touchdowns. Il y a également le true freshman Samuel Brown qui a un 4 étoiles qui sera là et qui pourrait avoir un peu de temps de jeu. Pour tout ce qui est receveur et tight end, eh bien, on a le meilleur receveur, Bo Melton, qui est parti chez les Seattle Seahawks. Mais en revanche, le portail des transferts a servi car on a eu l'arrivée de Taj Harris qui vient de Syracuse, qui était un des meilleurs receveurs du programme ces dernières années. Il sera accompagné de Sean Ryan qui arrive de West Virginia, qui est lui aussi un receveur expérimenté. Il y a pas mal de receveurs seniors qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience et qui sont toujours dans le roster pour 2022. Donc, il y a une grosse maturité pour le poste. Au niveau tight end, c'est un petit peu plus léger. Pour ce qui est de la O-line, il y a 4 joueurs qui arrivent en transfert et qui ont tous de l'expérience de titulaire. Le left tackle, par exemple, il arrive de FCS où il était titulaire. On a Curtis Dunlap qui arrive de Minnesota, qui était un 4 étoiles et le 8e offensive guard de la classe 2018. Il a été starter notamment chez les Golden Gophers. Voilà. Il y a pas mal de joueurs d'expérience qui sont déjà présents également dans le roster. Donc le poste, il sera plutôt profond et qualitatif, ce qui est une bonne nouvelle quand même si on veut développer un quarterback, si on veut avoir un meilleur jeu à la course, etc., etc. Vous vous en doutez bien, c'est de la logique. Pour ce qui est de la défense, eh bien, le meilleur DN, Mohamed Touré, s'est blessé pour la saison. Donc, ça posait beaucoup de problèmes parce qu'il n'y avait pas vraiment de nom qui ressortait derrière. Il y avait des joueurs qui devaient step up. Mais là, breaking news, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est sorti il y a peut-être 30 minutes de ça. Et heureusement qu'on fait la preview aujourd'hui d'ailleurs. Jason Harris arrive sur le portail des transferts. Donc, c'est tout nouveau. C'est un D-end qui est originaire de l'État de New York, de Brooklyn d'ailleurs. Donc, il revient à la maison. Il était parti en 2021, c'était le 15e meilleur D-end. Il était parti à Texas A&M et là, il transfère. Donc, c'est vraiment cool. Je pense qu'il voulait se rapprocher de sa famille, aller dans un programme plutôt intéressant et ambitieux. Et Donc, puis, tu voilà. as aussi la concurrence à Texas A&M sur la ligne défensive, hein. Ouais, bah, surtout avec ce qui arrive en plus, là, voilà quoi. On sait Ah, mais qu'on le peut. malheur des uns fait le bonheur des autres, hein. Ah bah écoute, tant mieux. Non mais franchement, tant mieux. Le post linebacker, en revanche, c'est une sacrée galère, hein. Il y a 4 joueurs qui sont partis, dont le meilleur plaqueur. Pour reprendre les rênes, il y a 3 sophomores et un senior, donc ça promet, hein. Tyrone Powell devrait quand même être le leader après une saison assez intéressante pour un redshirt senior, non, redshirt freshman, excusez-moi. Ah, il a fait une saison ouais, plutôt correcte pour un freshman. Sur les 2 linebackers 4 étoiles de cette année qui ont commit, il y en a un qui est blessé pour la saison et l'autre qui est arrivé dès janvier, donc qui devrait avoir ses chances de jouer. Voilà. Pour les DB Gus, le safety Avery Young sera la clé de l'équipe, clairement, après une très bonne saison où ça a été un des meilleurs safety de Big Ten et un des plus efficaces pour éviter de se manger des touchdowns. Le senior Christian Isian va l'accompagner. Il a été auteur de 4 interceptions en 2020, mais il a eu des petits soucis de blessure. Donc voilà, c'est le seul bémol. Il y a un très bon duo de cornerback d'expérience. On a Kayson Abraham, qui était le joueur défensif de l'année dernière, 10 passes deflection. Et il y a son compère Max Melton, qui a été auteur de 5 passes deflection, 3 interceptions, dont un pick 6 et qui devrait avoir une breakout season, clairement, hein. Donc, si c'est un des meilleurs à défendre contre la passe en Big Ten, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le praise, comme on dit, je n'ai plus le mot en français. Donc, on va passer au calendrier tout de suite, Augustin. Ouais, calendrier, avec une bye week qui intervient le 15 octobre, donc pile poil au milieu de l'année, ça c'est pas mal. Les 6 premiers matchs de la saison seront face à Boston College, Wagner, l'équipe, le compositeur, Temple, Iowa, Ohio State et Nebraska. Euh, Évidemment, c'est compliqué parce que tu te déplaces à Ohio State, tu te déplaces à Temple, au Lincoln, le Financial Field pour y affronter cette équipe, hein, qui joue dans le stade des Eagles. Il se déplace aussi à Boston College. Donc voilà, tu as beaucoup de déplacements sur ces 6 premiers matchs. Il faudra bien commencer la saison. Bon, je ne vois quand même pas, hein, comme on a fait la preview l'autre jour, je ne vois quand même pas une victoire face à Boston College, mais tu gagneras les matchs face à Wagner et Temple. Après, pourquoi pas aller bousculer Iowa, hein, qui sait, c'est quelque chose qui est totalement envisageable. Et en revanche, après la bye week, là, ça va vraiment être compliqué. Parce que, évidemment, tu as ce match face à Indiana, qui est une mauvaise équipe. Mais après, tu enchaînes Minnesota, à Minneapolis en plus, Michigan, Michigan State et Penn State.
Tu peux facilement passer à 4-0 tu passeras à 4-0, je pense d'ailleurs, sur les 4 derniers matchs. C'est pour ça que ça risque d'être un petit peu compliqué. Et tu termines la saison par un dernier match avec Maryland, qui sera aussi très très compliqué puisque ça sera à College Park dans le Maryland. Moi, j'ai du mal à voir sur ce calendrier plus de 4 victoires. Malheureusement, quand tu vis en Big Ten East, Elio, ça c'est souvent ton argument, mais c'est compliqué de gagner. Voilà, victoire face à Wagner, Temple, et pourquoi pas aller gagner un match, aller battre Indiana. Je pense qu'ils battront Indiana, sincèrement. Et après, ils en gagneront forcément un quatrième, pourquoi pas Boston College ou Iowa. Mais sinon, mis à part ça, ça ne sera jamais bowl eligible. Ouais, c'est dommage parce que franchement, je pense sincèrement que le programme il serait bien meilleur. Il aurait euh, des, euh, des bilans bien meilleurs s'il était dans une autre conférence, en fait. Tout simplement. Voilà. Je pense que si tu le mets en ACC, en Big 12, même en Pac 12, bon, bien sûr, c'est pas la zone géographique, quoi. Mais je pense que le programme a un meilleur bilan et de loin d'ailleurs. On va passer justement en ACC et du côté de la division Atlantique avec Syracuse, les Orange, qui jouent dans l'État de New York, donc un petit peu loin de la ville de New York. Ne vous fiez pas aux apparences. Et un petit coucou à Alex qui tient le compte Syracuse France. On espère qu'il reviendra cette année, mais je suis Ouais, certain on qu'il nous t'attend, écoutera pour Alex. la preview. On t'attend. Donc voilà, Syracuse qui évolue dans The Dome, hein, l'ancien Carrier Dome. Maintenant, c'était encore renommé, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un lieu mythique, hein, 50 000 places, des grands matchs de basketball avec des grandes stars. Syracuse qui, a un très gros qui avait en tout cas un très gros programme de Carmelo basket. Anthony. Ouais, Carmelo, ouais. Des concerts de toutes les stars planétaires, enfin la plupart. Vraiment, c'est un endroit assez mythique. Des matchs de hockey aussi, super intéressants. Enfin bref, voilà. Syracuse, c'est toujours sympa à regarder, en tout cas pour le décor, on va dire, pour une équipe de college football qui se retrouve dans un aussi grand dôme, ce qui est très très rare. Ah ouais, d'ailleurs, quelles autres équipes jouent dans des dômes? Tu as UTSA qui joue à la UTSA, Lamo ouais. Dome. Ben, c'est ça, mais après, Puis après, tu as Idaho, mais c'est du FCS. ouais, c'est du FCS et le dôme, enfin, le dôme, il est pas énorme, tu vois. Mais Tu as ouais, North Dakota State. ouais, mais parce que c'est les stades du Nord, ça, et c'est pas des grands trucs, tu vois. Alors que là, pour le coup, ouais, Syracuse Ouais. et UTSS, c'est deux qui jouent dans des De grosses structures FBS, ouais. qui, Mm. normalement, sont des structures totalement faites pour tout ce qui est NFL, tout ça, quoi. Voilà. En tout cas, Syracuse, c'est un petit peu au milieu de nulle part aussi pour remettre en contexte, hein, et je crois même qu'il y a un aéroport qui est vraiment là juste pour la fac, quoi, et pour allier un petit peu tout ça. La saison 2021 des Orange, c'est 5 victoires pour 7 défaites, donc 2 victoires pour 6 défaites en ACC, avec des victoires donc, face à deux équipes FCS, donc un petit peu cupcake. Victoire face au Liberty de Malik Willis, victoire à Virginia Tech 41-36, donc assez intéressant, et victoire contre Boston College, ça aussi c'est intéressant. Et voilà, des défaites contre les grosses équipes d'ACC, plus Rutgers. Au niveau des comités transferts, bah, c'est la 68e classe du pays. On ne s'attendait pas à mieux de toute manière. Il y a 8 transferts, dont 2 anciens 4 étoiles et 2 quarterbacks. Un des deux est d'ailleurs un des deux 4 étoiles est un des quarterbacks. La saison 2022, Monsieur Augustin. La saison 2022, qui sera la 7e saison du head coach Dino Barbers, mais qui pourrait être aussi la dernière, puisqu'il est sur la haute site. Hein, c'est un des noms qui ressort le plus lorsqu'il s'agit de coachs qui peuvent se faire virer à l'issue de la saison 2022. En cette saison, avec les Orange, il en a réalisé seulement une au bilan positif. C'était en 2018, quand il termine 15e à l'IP-Poll et où il se qualifie en bowl. C'était un bilan de 10-3, hein. C'était une très très belle saison à ce moment-là. Bon, il y avait toujours eu quelques étincelles. Je me rappelle ils avaient battu Clemson une année. C'était la seule défaite de Clemson sur la saison régulière. Je ne sais pas si c'était la dernière année de Deshaun Watson ou si c'était. J'oublie toujours le quarterback entre Deshaun Watson et Trevor Lawrence. Taj Boyd. Celui... Ouais, voilà, exactement, Ty Boyd. Exactement. Et sur ces 7 saisons, bah, il a un bilan de 29 victoires pour 43 défaites. Alors évidemment, quand tu prends la tête de Syracuse, bien que Syracuse ait eu des années, des très belles années, hein, notamment dans les années 90. Bon, après 2000, c'est un petit peu plus compliqué. Excuse-moi, je vais passer pour un pitre, mais Taj Boyd, c'était avant justement, avant Watson, et Ah ouais? Watson s'était passé directement à Trevor Lawrence, puisque Lawrence avait joué dès son année freshman. Ouais, ouais, Taj Boyd,
C'est pour Ah ça ben non, 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 en fait, t'as- t'as- j'ai tiqué en fait. tu, Mais tu- tu peux aller chercher sur Internet, s'il te plaît, les premiers matchs, parce que Trevor Lawrence, je te garantis qu'il n'a pas commencé Day One et il n'a pas eu toutes les reps. Il s'appelait comment celui entre Deshaun Watson et Trevor Lawrence? En attendant, je continue. vas-y. Merci, Léo. Et voilà, parce que dans les années 90, Syracuse avait eu une très très bonne équipe. Dans les années 2000, c'était un peu plus compliqué, mais entre 2009 et 2013, ça marchait plutôt bien. Ils avaient fait des belles saisons. Maintenant, on espère plus du Et côté. je suis débile. Je viens de m'en rappeler deux têtes là. C'est Kelly Bryant qui après Voilà, voilà, exactement. il avait transféré à Missouri après. Oui, voilà. Voilà, exactement, Logique, exactement. logique. Au niveau de l'attaque, on va voir l'arrivée du coordinateur offensif Robert Anae, qui était le coordinateur offensif de Virginia, mais qui a quitté évidemment la Virginie après le départ de Bonko Mendenhall à la retraite. Il arrive avec son quarterback coach Jason Beck, et vous allez voir, c'est important, qui a formé Brennan Armstrong et Bryce Perkins. Bryce Perkins qui est aujourd'hui aux Rams, qui a gagné le Super Bowl. Les deux, s'ils sont là, c'est parce qu'ils auront la lourde tâche de développer le jeu à la passe. Pourquoi? Alors déjà, d'un point de vue strictement sportif, le jeu à la passe de Syracuse était l'un des pires du pays, alors que le jeu à la course était l'un des meilleurs. On y viendra après avec notamment Sean Tucker. Il lançait seulement 23,8 passes par match, mais que 135 yards par partie, soit le 125e pire total du pays. Ça, c'est le premier argument sportif. Et le deuxième, Dino Barbers, pour garder son poste, a besoin d'un électrochoc. Il tente le tout pour le tout en amenant des coachs qui ont un passif quand même très intéressant avec l'attaque aérienne. Donc, c'est aussi un move pour se sauver, à mon sens en tout cas. Le quarterback titulaire sera Garrett Schrader, qui est un ancien de Mississippi State et qui a notamment fait en 2020 une année en tant que receveur. C'est pour ça qu'il avait quitté Mike Leach. Voilà, Mike Leach. Non, mais quel mec quand même. Il fout des quarterbacks receveurs. Bref. Il était titulaire en 2021. Il avait pris la place de Tommy DeVito. Tommy DeVito, il a quand même quelques années titulaire Elio à Syracuse, qui est Ouais, parti ouais, ouais. aujourd'hui qui est parti à Illinois. Ouais. Ses stats en 2021, c'est pas fameux, mais vous allez comprendre. 1445 yards, 9 touchdowns et 4 interceptions lancées, mais 781 yards et 14 touchdowns à la course. Il Euh, devrait être le titulaire. Ouais, Schrader, il me tue parce que je me rappelle, je regardais Mississippi State à l'époque où il était passé titulaire, d'ailleurs, je sais même pas comment. Et genre, ouais, c'était pareil, le mec faisait que courir, tu sais, avec sa grande barbe, là, qui lui va absolument pas et tout, genre sorti de nulle part. Le gars, vraiment, il est assez atypique quand même, comme quarterback, ça me fait marrer. Bref. et ce mec devrait être le titulaire. Je pense qu'il le sera, à moins que Carlos Del Rio, le quarterback transfert de Florida, vienne le bousculer. Carlos Del Rio, c'était je pense, un quarterback du top 300 en 2020, si je ne dis pas de bêtises, ou 2021. Voilà, non, Garrett Schrader restera le titulaire, j'en suis convaincu. Mais maintenant, le plus important sur cette attaque, c'est le jeu au sol, avec évidemment Schrader qui nous a sorti cette saison à 14 touchdowns, mais surtout Sean Tucker, qui est une star nationale et qui est lui une star oui, nationale, je vais dire internationale, mais non, en fait, des Français comme nous qui connaissons Sean Tucker, on n'est pas beaucoup. Et il sera drafté à n'en point douter. En 2021, il sort une saison à 1751 yards et 14 touchdowns avec plus de 9 matchs, avec 9 matchs à plus de 100 yards et certains à plus de 200. Évidemment, l'attaque a reposé sur lui et ça devrait être encore le cas en 2022. Dino Barbers en a conscience, même s'il a envie que ses nouveaux coachs développent un petit peu plus l'attaque aérienne pour avoir évidemment une attaque multifonctionnelle. Ils sont aussi allés chercher à New Mexico State son backup qui est Juwan Price, qui sera très bien en cas de blessure. Lui aussi, il a sorti une belle saison avec les Aggies, je crois à 10 touchdowns. Maintenant, et c'est le même problème, c'est une constante en fait, depuis que Barber est au pouvoir à Syracuse, c'est la O-line qui subissait beaucoup trop et qui ne laissait pas assez de temps à Schrader pour lancer. Déjà que Schrader lance pas bien. Je rappelle que Schrader, il complète seulement 52% de ses passes. C'est nul. Je pense que 52%, il n'y en a pas beaucoup qui font pire. Il y a seule une petite présence qui peut rassurer, c'est celle du left tackle Matthew Bergeron, qui était un left tackle All-ACC en 2021. La conclusion sur cette attaque, du moins c'est la mienne, c'est qu'elle reposerait exclusivement sur les capacités de coureur de Schrader et de Sean Tucker. Une bonne saison passera forcément par une amélioration de l'attaque aérienne.
Je me répète une troisième fois, mais c'est pour ça que ces nouveaux coachs sont là. Euh, Ça ne sera pas facile hein, parce que le groupe de receveurs manque d'expérience. Il y a seulement 2 noms et encore, ils ont à eux deux même pas catché 50 ballons l'an dernier. C'est Courtney Jackson et Damien Alford. Voilà. Il y a du bien, il y a du pas bien, mais maintenant, il faut s'améliorer à tout prix. Au niveau de la défense, une défense en 3-3-5, ça aussi, c'est une constante, hein. Syracuse sort des bons DB. Ils avaient sorti André Cisco, qui est un superbe joueur il y a quelques années, qui était parti aux Jaguars, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est une défense qui a été très bonne en 2021, avec 330 yards permis par match. Alors, je vais faire aussi, comme à chaque fois, sur les 3 rideaux, la D-line. Je n'ai pas envie d'être alarmiste, mais ça pourrait être très, très compliqué. C'est hyper dommage quand tu vois le niveau de la D-line en 2021, qui était l'une des meilleures en SEC, mais ils ont perdu leur meilleur D-line, hein, celui qui avait le plus de sacs, et le nose qui est parti à Akron sur le portail des transferts. Donc la situation est plutôt délicate parce que les joueurs restants sont peu nombreux et sont très peu expérimentés. En revanche, les linebackers, là, c'est la force de la défense avec un superbe trio, l'un des meilleurs d'ACC, Stephen Thompson, Marlowe Wax et Michael Jones, qui était à 110 plaquages l'an dernier. Et les trois cumulent 14 sacs à 3, donc ça blitz beaucoup. Et ils vont venir un petit peu compenser ce manque de pass rush sur la D-line. Et chez les DB, je trouve que c'est plutôt intéressant, parce que déjà, il y a les cornerbacks qui sont de retour avec Garrett Williams, dont il faut retenir le nom, et des safeties que Barber s'est allé chercher sur le portail des transferts parce que les deux titulaires de 2021 sont partis, avec Elijah Clark de Rutgers qui était bien classé, qui était un 4 étoiles, et Braylon Oliver de Louisville. Et Léo, pour le calendrier, moi je le trouve bien. Et je le trouve sympa, tu vois, à première vue. Bon, évidemment, ils affronteront Yukon et Wagner. Décidément, Yukon et Wagner qui vont affronter beaucoup d'équipes du Power 5. Mais sinon, tu as des matchs face à Louisville, Purdue et Virginia en début de saison avant la bye week, qui sont des beaux matchs à mon sens. Et après, par contre, là, tu enchaînes 7 rencontres face à NC State, Clemson, Notre-Dame, Pitt, Florida State, Wake Forest et Boston College. Ça fait vraiment mal. Et je pense que il faut à tout prix gagner 3 matchs sur les 5 premiers. Donc, pourquoi pas Yukon, Virginia et Wagner, Louisville et Purdue, ça me paraît, même s'ils les accueillent, ça me paraît un petit peu compliqué. Parce qu'après, tu peux facilement perdre tous les autres matchs. Et là, ça sera vraiment très, très compliqué. Euh, Ça me frustre un petit peu parce que je trouve qu'il a vraiment une bonne équipe à disposition, Dino Barbers. Il y a l'arrivée des coachs offensifs qui pourraient changer la donne. Euh, en apportant justement cette dimension aérienne qui manquait. Maintenant, s'ils veulent faire une bonne saison, il va falloir commencer au pied au plancher, comme j'ai dit, en remportant des premiers matchs. Mais le calendrier me paraît beaucoup trop compliqué après, même si l'équipe est talentueuse, pour être bowl eligible. C'est pour ça que je pars sur un bilan de 5-7. J'essaie d'être positif. Yukon, Ah ouais, Virginia, tu l'es, hein. Wagner. Pourquoi pas aller battre Florida State à la maison et pourquoi pas aller battre Pitt. Mais Pitt a une D-line encore de malade cette année. Et face à cette O-line, ça risque d'être compliqué. Mais bref, allez, soyons positifs pour les Orange, euh, qui ont, mine de rien, quand même quelques joueurs à regarder cette année. Moi, je suis clairement à 3 victoires pour 9 défaites, hein. Yukon ou Wagner. Et c'est quoi la troisième? Je sais même pas, en fait. Ouais, non. Ça peut être 2 victoires pour 10 défaites, même, en fait. Comme tu l'as dit, ouais, peut-être Florida State à domicile, mais c'est tout. Ou un autre match, en tout cas. Mais tout le reste, je les vois jamais battre Louisville en week one. Je les vois pas battre Virginia, qui, quand même ont des playmakers. Purdue, pareil, je les vois gagner. Enfin, je vois Purdue gagner. Tu vois, il y a vraiment pas de match qui me rassure pour Syracuse, à part Yukon et Wagner, quoi. Donc, non, je suis beaucoup moins optimiste. Peut-être passer alors à 4-8. Tu vois, parce que comme l'an dernier, Même pas évidemment, 4-8, tu vois, je vois même ils pas. battent Parce les que, deux FCS, Liberty, Virginia Tech et parce Boston que College. Tu regarde, vois. NC State, Clemson, Notre-Dame, à Wake Forest, à Boston College, ça risque de faire mal. Florida State, peut-être. À Pittsburgh, comme tu l'as dit, il y a une D-line, il y a quand même Kedon Slovis en quarterback. Donc, voilà, ils sont pas non plus orphelins de tout, tu vois. Purdue qui sort d'une bonne saison, qui va sûrement aller en bowl cette année. Louisville, qu'on estime pas mal aussi. Virginia, pareil, tu vois.
Sincèrement, non, j'ai beaucoup de mal pour Syracuse. En fait, je me dis que le programme, il n'est pas loin de remporter ses matchs ou en tout cas d'embêter ses équipes, mais il n'est pas encore assez effectif, assez bon pour ça. Donc, bon, on verra en tout cas. Voilà, donc c'était la preview de Rutgers et Syracuse. Augustin, merci à toi. Et salut tout le monde, à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous et vive l'Est des États-Unis en football. Exactement. Allez, salut.